mais également de son invitation et de la confiance qu'il me témoigne en me permettant de vous faire cette petite présentation. Permettez-moi également de présenter mes remerciements les plus vifs aux membres du Conseil de l'Ordre qui se sont mobilisés, mais également à l'ensemble des confrères et des consoeurs qui se sont également mobilisés pour faire en sorte que la formation continue de nos avocats stagiaires se poursuive, y compris dans les circonstances exceptionnelles que nous traversons actuellement. L'objet de ma présentation aujourd'hui est l'arbitrage, la notion d'arbitrage. Et ma présentation n'a pas pour vocation de se vouloir exhaustive. Elle a plus pour ambition de vouloir vous transmettre quelques outils de réflexion et quelques réflexes que je souhaite partager avec vous, et j'espère sincèrement qu'ils vous seront utiles dans le cadre de votre formation. Pour ce faire, je vous propose dans un premier temps de procéder à la présentation de la notion d'arbitrage comme mode alternatif de règlement des différends. Je vous propose également de procéder à la présentation de l'arbitre, de sa mission, des contours de sa mission, mais également des différentes natures que peut revêtir l'arbitrage. Vous savez, l'arbitrage peut être ad hoc, il peut être institutionnel, l'arbitrage peut être interne, l'arbitrage peut être international. Et enfin, je vous apporterai quelques éléments de réflexion également par rapport à la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage. Commençons d'abord par présenter ce qu'est l'arbitrage. On dit souvent de l'arbitrage, en effet, qu'il est un mode alternatif de règlement des différends. Pourquoi alternatif? En réalité, on dit de lui qu'il est un mode alternatif de règlement des différends, aux côtés d'autres modes alternatifs de règlement des différends, tels que la médiation conventionnelle par exemple, parce qu'il est une alternative à l'autre mode de règlement des différends classique, dirons-nous, qui est le recours au juge judiciaire, le recours aux juridictions étatiques. Aussi, on ne peut pas parler de l'arbitrage au Maroc sans nécessairement faire référence à la loi 0805, publiée au bulletin officiel du jeudi 6 décembre 2007, qui est venue réformer véritablement l'arbitrage au Maroc en incluant une distinction entre l'arbitrage interne et international et en permettant aux entités publiques de pouvoir recourir à l'arbitrage. En parlant de la loi 0805, j'attire tout particulièrement votre attention sur les dispositions transitoires de cette loi qui figure en son article 2. Pourquoi est-ce que je fais référence aux dispositions transitoires? Parce que tout simplement, vous allez sans doute, au cours de votre carrière, que je vous souhaite longue et prospère, être confronté à un client qui va vous apporter un contrat, qui va vous confier le fait qu'il a potentiellement un litige avec une autre entité. Dans le contrat, vous allez voir par exemple qu'il y a une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage. Le premier réflexe qu'il faut que vous ayez, c'est de vous dire quel est le régime juridique applicable à cette clause compromissoire ou à ce compromis d'arbitrage. Est-ce que c'est la loi 0805 ou est-ce le régime antérieur à la loi 0805? Pour ce faire, l'article 2 nous dit que les dispositions du régime antérieur à la loi 0805 demeurent applicables, premièrement, aux conventions d'arbitrage conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi 0805, mais également aux instances arbitrales en cours devant les tribunaux arbitraux ou pendantes devant les juridictions à la date d'entrée en vigueur de la loi 0805 jusqu'à leur règlement définitif et l'épuisement de toutes les voies de recours. Par ailleurs, lorsque l'on parle de la notion d'arbitrage et lorsque l'on tente de définir la notion d'arbitrage, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite référence à l'article 306 du Code de procédure civile qui donne la définition suivante à l'arbitrage que je trouve particulièrement intéressante. L'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage. Cet article est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il met en évidence le fait que l'épine dorsale, l'Amoud al-Fayqari, l'essence même de la notion d'arbitrage découle de la volonté des parties. Et c'est de la volonté des parties que l'arbitre tire toute sa légitimité.
C'est parce que les parties ont décidé de soumettre leur litige à l'arbitrage que l'arbitrage va pouvoir se tenir. Ceci est la principale distinction avec le juge judiciaire finalement, qui tire sa légitimité de l'état souverain dont il relève. À cet égard, si on souhaite continuer les distinctions avec le juge judiciaire, qu'est-ce qui oppose le juge judiciaire finalement avec notre arbitre? Eh bien, j'attire votre attention sur le fait que on dit souvent du juge judiciaire qu'il est investi par l'État souverain de deux types de pouvoirs. D'une part, le juge judiciaire a le pouvoir de dire le droit, la jurisdictio en latin. Il peut dire le droit. D'autre part, le juge judiciaire dispose de ce qu'on appelle l'imperium. L'imperium, c'est ce qui permet au juge judiciaire de contraindre les parties à respecter ses décisions, par le biais par exemple des astreintes, par le biais des mesures provisoires et conservatoires, et par le biais bien évidemment de la possibilité pour le juge judiciaire de recourir à la force publique pour pouvoir contraindre les parties à exécuter ses décisions. De ces deux pouvoirs, jurisdictio et imperium, l'arbitre ne possède que la jurisdiction. Pour tout ce qui relève de l'imperium, même lorsque les parties auront décidé de soumettre leur litige à l'arbitrage, il faudra tout de même recourir au juge judiciaire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, d'une part, vous voyez que l'article 327-1 du Code de procédure civile prévoit que la présence d'une clause compromissoire n'empêche pas les parties de pouvoir recourir au juge des référés pour lui demander des mesures provisoires et conservatoires, et d'autre part, cela n'empêche pas non plus qu'une fois que la sentence arbitrale, muqarrar tahkimi, aura été rendue par le tribunal arbitral, par l'arbitre, pour faire en sorte que cette sentence arbitrale puisse faire l'objet d'une exécution forcée, les parties devront recourir de nouveau au juge judiciaire afin que cette sentence arbitrale soit revêtue de ce que l'on appelle l'exéquatur. Donc, on l'a bien compris, le juge judiciaire, l'imperium continue, même en présence d'une clause compromissoire valide, d'être l'avatar, l'apanache, le pouvoir exclusif de notre juge judiciaire. Il y a une autre chose qui est assez intéressante à analyser, c'est pourquoi autant de succès de par le monde de l'arbitrage. Pourquoi les partis sont-ils si friands? Pourquoi les partis ont-ils si souvent recours de par le monde à l'arbitrage? Eh bien, des éléments de réponse peuvent être d'une part la célérité de la procédure arbitrale. Vous savez, dans la plupart des règlements d'arbitrage, lorsque vous avez un arbitrage institutionnel, et on reviendra sur la définition de l'arbitrage institutionnel un petit peu plus tard dans le cadre de cette présentation, mais également dans le cadre de l'arbitrage ad hoc, là encore on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, la durée de la mission de l'arbitre est toujours définie. Et par exemple, vous avez le Code de procédure civile en matière d'arbitrage ad hoc prévoit que la sentence arbitrale, la mission de l'arbitrage donc, doit être réglée en 6 mois. 6 mois, c'est le cas de l'arbitrage ad hoc, mais c'est également le cas de la plupart des règlements d'arbitrage dans le cadre de la plupart des institutions arbitrales les plus connues. 6 mois, c'est une durée raisonnable selon la plupart des parties pour pouvoir voir leur litige tranché. Et vous savez que lorsque un litige est soumis devant le juge judiciaire, compte tenu de l'aléa judiciaire, compte tenu du fait que les choses peuvent prendre un petit peu plus de temps, il peut être assez compréhensible que les parties puissent vouloir recourir à l'arbitrage plus que devant le juge judiciaire, compte tenu du fait qu'elles seront garanties de pouvoir obtenir une décision de justice dans un délai plus court. Il y a un autre élément également à prendre en compte qui fait que les parties veulent de plus en plus avoir recours à l'arbitrage au détriment du juge judiciaire, c'est précisément la défiance par rapport au système judiciaire. Je vous ai parlé de la notion d'aléa judiciaire. Effectivement, les parties peuvent être davantage rassurées d'avoir recours à l'arbitrage
au sein d'une institution arbitrale de renom, par exemple, mais il n'y a pas qu'elle, la CCI, les parties peuvent être plus rassurées d'avoir recours à la CCI, où on va avoir des arbitres de renom et qui sont extrêmement chevronnés. Ils vont pouvoir être beaucoup plus rassurés d'avoir recours à l'arbitrage dans ce cadre-là que de saisir le juge judiciaire avec tout ce que cela peut impliquer dans l'esprit des parties comme incertitude. Il y a un autre élément sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est l'articulation entre le pouvoir du juge judiciaire et celui de l'arbitre. Plus précisément, lorsque vous avez une instance arbitrale qui est déclenchée, donc l'instance arbitrale est déclenchée et vous avez une des parties, par exemple par mauvaise foi, qui va aller saisir le juge judiciaire pour pouvoir de nouveau lui soumettre le différend. La question est de savoir quelle va être la décision du juge judiciaire. Eh bien écoutez, à cet égard, le législateur marocain s'est prononcé dans le cadre de l'article 327 du Code de procédure civile et il nous a présenté deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si jamais la procédure arbitrale n'a toujours pas été déclenchée et que vous avez une partie qui va saisir le juge judiciaire et que vous avez une clause compromissoire. Dans ce cas, lorsque le défendeur soulève l'irrecevabilité de la requête en soulevant le fait qu'il y a une clause d'arbitrage ou un compromis d'arbitrage, dans ce cas seulement, le juge judiciaire va devoir déclarer la requête irrecevable. L'autre cas de figure, c'est une fois qu'une instance arbitrale a été déclenchée, si, comme je vous le disais, j'ai quand même une partie qui va partir saisir le juge judiciaire, dans ce cas de figure, le Code de procédure civile nous dit, si le défendeur, donc celui qui a intérêt, soulève le fait qu'il y a une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage et qu'il y a une instance arbitrale qui est d'ores et déjà pendante, dans ce cas de figure, le juge judiciaire va devoir prononcer l'irrecevabilité de la requête jusqu'à l'épuisement de la procédure arbitrale ou l'annulation de la convention d'arbitrage. Dans les deux cas de figure, j'attire votre attention sur le fait que le juge ne peut en aucun cas déclarer d'office la requête irrecevable. Il ne doit le faire que lorsque l'une des parties a soulevé l'existence de la clause d'arbitrage ou du compromis d'arbitrage ou du fait qu'une instance arbitrale a d'ores et déjà été déclenchée. Et c'est uniquement dans ce cas de figure-là qu'il pourra déclarer la requête irrecevable. Ces éléments de présentation ayant été réalisés, je vous invite maintenant à réfléchir quelque peu autour de la notion d'arbitre. Alors, qui peut être arbitre? Ce que l'on constate d'emblée, c'est qu'il n'y a pas de formation particulière pour être arbitre. Il n'y a pas non plus de formation diplômante pour être arbitre. On pourrait tout à fait se dire spontanément, n'importe qui pourrait potentiellement être arbitre. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'en règle générale, que ce soit au Maroc ou au plan international, les arbitres seront toujours soit des avocats, soit des professeurs de droit, compte tenu du fait qu'il est bien évidemment plus que préférable qu'un arbitre soit en totale maîtrise du droit, qu'il va devoir appliquer dans la mesure où il est supposé trancher le litige. Et comme je vous le disais en introduction, ceci est d'autant plus valable que, comme je vous le disais en introduction, afin que la sentence arbitrale puisse bénéficier de l'exécution forcée, la partie la plus diligente, la partie qui a intérêt, va devoir saisir le juge judiciaire pour faire en sorte que cette sentence arbitrale soit revêtue de l'exéquatur. Et dans le cadre de la procédure d'exéquatur, le juge judiciaire va contrôler la conformité de la sentence arbitrale à l'ordre public, mais il va également s'assurer du fait que dans le cadre de la procédure arbitrale, les droits de la défense des parties ont dûment été respectés. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, il est tout à fait utile et préférable que les arbitres soient en totale maîtrise du droit qu'ils appliquent.
Autre chose qui était extrêmement importante à cet égard, c'est que vous, en tant qu'avocat, le cas échéant, un avocat, dans le cadre de son devoir de conseil, va devoir procéder au conseil de son client dans le choix des arbitres qui vont être amenés à trancher le litige. Vous l'aurez compris, le choix de l'arbitre est donc fondamental et le rôle de l'avocat dans le choix de l'arbitre est également fondamental. À cet égard, par rapport à la mission de l'arbitre, j'aurais souhaité attirer votre attention sur les dispositions des articles 320 et suivants du Code de procédure civile sur la mission de l'arbitre, les causes de sa récusation, l'encadrement de sa mission par le parquet, sa mission vis-à-vis des parties qui lui ont confié sa mission de trancher le litige. Et vraiment, je vous invite à considérer les dispositions de l'article 320 et suivant du Code de procédure civile avec beaucoup d'attention, dans la mesure où elle vous donne véritablement toute la mesure et la dimension de la mission qui est confiée à l'arbitre. Plus précisément, j'aurais souhaité attirer votre attention sur les dispositions de l'article 323 du Code de procédure civile qui parle notamment de la notion d'amitié ou d'inimitié notoire avec, de l'arbitre avec les parties. Et ça, c'est pour moi une notion qui est absolument fondamentale, cette notion d'absence de conflit d'intérêt véritablement, hal tanafi, de l'arbitre. Il est très commun d'entendre les parties parler du choix de leur arbitre. Alors sous prétexte que, comme vous le savez certainement, dans le cadre d'une procédure arbitrale, vous avez soit une mission d'arbitre qui va être confiée à un arbitre unique, lorsque les parties en ont décidé ainsi, ou lorsque l'institution arbitrale qui est compétente, je vous l'expliquerai par ailleurs, en décide ainsi, cet arbitre unique va être choisi par les deux parties, ou bien chacune des parties va devoir procéder à la désignation de son arbitre, et ces deux arbitres vont, le cas échéant, procéder à la désignation du président du tribunal arbitral. Alors, j'entends souvent, de manière erronée, les parties parler du choix de leur arbitre. Et c'est vrai que ça prête à confusion parce qu'on a tout de suite le sentiment que cet arbitre n'est pas indépendant et dépendant pour le coup, ou serait dépendant potentiellement des parties qui l'auraient désigné. Alors, il faut être extrêmement attentif à cette notion, extrêmement vigilant avec cette notion. J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas parce que l'arbitre est choisi par une partie qu'il n'a pas pour autant l'obligation d'en être totalement indépendant. À cet égard, que ce soit le Code de procédure civile ou la plupart des règlements d'arbitrage des institutions de par le monde ou des institutions au Maroc, l'arbitre, lorsqu'il accepte, dès l'acceptation de sa mission, l'arbitre se doit, par écrit, d'établir une déclaration d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis des parties à la cause. Et j'estime bien évidemment que c'est la moindre des choses, compte tenu du fait qu'il est supposé statuer en toute impartialité et indépendance vis-à-vis des parties, quand bien même donc les parties auraient procédé à sa désignation. Qu'en est-il maintenant des différentes natures que peut revêtir l'arbitrage? Je vous le disais en introduction de mes propos, un arbitrage peut être interne, un arbitrage peut être international, un arbitrage peut être ad hoc, un arbitrage peut être institutionnel. Que signifient ces notions? Commençons d'abord peut-être par la distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Pour bien avoir en tête ces distinctions, je vous renvoie aux dispositions des articles 327-39 et suivants du Code de procédure civile qui sont relatives à l'arbitrage international et précisément aux dispositions de l'article 327-40 du Code de procédure civile sur la définition de l'arbitrage international. L'article 327-40 prévoit
est international au sens de la présente section l'arbitrage qui met en cause des intérêts de commerce international et dont l'une des parties, au moins, a son domicile ou son siège à l'étranger. Par ailleurs, cet article 327-40 du Code de procédure civile poursuit en expliquant qu'un arbitrage est international si, et il met en exergue 3 conditions. La première est relative aux parties. Si les parties à la convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de la dite convention, leur établissement dans des États différents, ou un des lieux, donc par rapport à un des lieux situés hors de l'État dans lequel les parties ont leur établissement, soit le lieu de l'arbitrage. Donc si vous avez dans votre compromis d'arbitrage, dans votre clause compromissoire, le siège de l'arbitrage qui est ailleurs qu'au Maroc, selon les dispositions de l'article 327-40 du Code de procédure civile, nous devrions nous trouver en matière d'arbitrage international, en vertu de ce paragraphe 2, donc le lieu de l'arbitrage, petit a. Tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le plus étroit, ou, troisièmement, les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays. Donc c'est assez intéressant pour vous, lorsque vous êtes en présence d'une clause compromissoire, une clause d'arbitrage ou un compromis d'arbitrage, de savoir si vous êtes en présence d'un arbitrage interne ou d'un arbitrage international, parce que ça va nécessairement, encore une fois, impacter le régime qui sera applicable à votre arbitrage, tout simplement. Par ailleurs, j'attire votre attention également sur le fait que vous avez un certain nombre d'arbitrages, certaines institutions arbitrales, et je pense notamment à la Cour marocaine d'arbitrage, qui exclut de son champ d'application les arbitrages internationaux. Donc il est intéressant pour vous en amont de savoir si vous êtes en matière d'arbitrage interne ou international, parce que ça peut notamment impacter le fait que, par exemple, si vous avez un arbitrage institutionnel avec la Cour marocaine d'arbitrage, si vous avez un arbitrage international avec la Cour marocaine d'arbitrage qui serait prévu dans votre clause compromissoire, ça peut bien entendu poser un certain nombre de difficultés, et ça, il faut que vous l'ayez absolument en tête. Par ailleurs, je vous le disais, un arbitrage peut être ad hoc ou il peut être institutionnel. Qu'est-ce qu'un arbitrage ad hoc? Un arbitrage ad hoc, tahkim khas en arabe, institutionnel, tahkim mu'assasati. Qu'est-ce qu'un arbitrage ad hoc? Un arbitrage ad hoc, donc le terme ad hoc est une locution latine qui signifie pour l'occasion. Ça veut dire concrètement que un tribunal arbitral aurait été constitué pour une occasion spécifique qui est par exemple le fait de trancher une mission spécifique qui lui sera confiée. Alors, par rapport à l'arbitrage ad hoc, bien évidemment, j'attire votre attention sur les dispositions des articles 306 et suivants du Code de procédure civile. Typiquement, lorsque vous êtes en matière d'arbitrage ad hoc, vous allez avoir une clause compromissoire, une clause d'arbitrage ou un compromis d'arbitrage qui va prévoir que le différend sera traité par un tribunal arbitral qui sera constitué conformément aux dispositions des articles 306 et suivants du Code de procédure civile. Et donc c'est ça typiquement, si vous avez cette référence-là, c'est que vous êtes en présence potentiellement d'un arbitrage ad hoc, sous réserve bien évidemment que cette clause compromissoire soit valide, et c'est ce que nous verrons dans un dernier temps. S'agissant de l'arbitrage institutionnel, qu'est-ce que ça signifie un arbitrage institutionnel? Ça veut dire que, à contrario, ça ne va pas être par exemple le Code de procédure civile, soit les parties, soit le Code de procédure civile qui vont établir les modalités de règlement du différend ou de constitution du tribunal arbitral, mais ça va être le litige sera tranché, le tribunal arbitral sera constitué sous l'égide
d'une institution arbitrale. Et qu'est-ce qui va primer? Ça va être le règlement d'arbitrage de cette institution arbitrale. En réalité, le règlement d'arbitrage de cette institution arbitrale va faire l'office d'un véritable code de procédure qui va devoir, auquel les parties et auquel le tribunal arbitral va devoir se référer pour pouvoir trancher son différend. Et il est assez intéressant à cet égard de faire référence en fait aux dispositions de l'article 319 du Code de procédure civile qui prévoit donc qu'un arbitrage peut être institutionnel ou ad hoc. Et lorsque l'arbitrage est porté devant une institution d'arbitrage, celle-ci se chargera de l'organiser et d'en assurer le bon déroulement conformément à son règlement. J'ai d'ailleurs été témoin à cette occasion d'une affaire au cours de laquelle il y avait une clause compromissoire en faveur de la CCI. Et puis, il y a une des parties en fait, qui a saisi le président du tribunal de commerce de Casablanca en vue de désigner un arbitre qui serait en mesure en fait, de trancher le litige, conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure civile. Le tribunal a décidé que cette demande serait irrecevable au motif qu'il y avait une clause compromissoire institutionnelle. Et donc, du coup, que c'était le règlement d'arbitrage de cette institution qui devrait s'appliquer et non les dispositions des articles 306 et suivants du Code de procédure civile. Quelles sont les institutions maintenant arbitrales lorsqu'on fait référence à l'arbitrage institutionnel? Pour ne citer qu'elles, vous avez bien évidemment en matière d'arbitrage international la CCI, la Chambre de commerce internationale. Il y a également la Cour marocaine d'arbitrage qui n'est compétente, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'en matière d'arbitrage interne, à l'exclusion de l'arbitrage international. Vous avez également le CIMAC, etc. Il y a bien évidemment pléthore d'institutions arbitrales en la matière. Alors, comment choisir son institution arbitrale? Ça aussi, c'est une question qui est assez intéressante et qui doit vous intéresser en qualité d'avocat. Les réflexes à avoir en la matière, c'est bien évidemment, suis-je en matière d'arbitrage interne ou international? Dans la mesure où, comme je vous le disais, certains règlements d'arbitrage peuvent exclure l'arbitrage international, mais également, bien évidemment, les frais d'arbitrage. Les frais d'arbitrage sont extrêmement intéressants et extrêmement importants à prendre en compte dans le devoir de conseil de tout avocat. Ils peuvent être consultés, les frais d'arbitrage, par exemple en matière d'arbitrage institutionnel, dans le cadre des règlements d'arbitrage. C'est en général les annexes des règlements d'arbitrage qui fixent les barèmes liés aux frais judiciaires. Je vous informe du fait que les frais d'arbitrage, donc les frais de fonctionnement de l'institution, mais également les honoraires des arbitres, sont souvent estimés en fonction des enjeux en litige. Et il est donc de votre devoir de vous renseigner en amont par rapport à ces éléments-là, afin de revenir vers votre client avec une réponse et de pouvoir prendre le cas échéant la décision qui s'impose et en faveur de l'institution arbitrale qui s'impose également. Enfin, je souhaitais vous apporter quelques précisions, quelques éléments par rapport à la clause compromissoire, la clause d'arbitrage et le compromis d'arbitrage. Pour ce faire, je vous renvoie aux dispositions des articles 314 à 317 du Code de procédure civile sur les conditions de validité du compromis d'arbitrage ou de la clause d'arbitrage. Je vais rapidement déjà vous expliquer qu'est-ce que c'est que le compromis d'arbitrage par rapport à la clause compromissoire. Donc le compromis d'arbitrage, c'est une convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral, alors que la clause d'arbitrage, la clause compromissoire, c'est une clause donc l'article 316 du Code de procédure civile précise qu'il s'agit d'une convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement
à ce contrat. De manière globale, une clause compromissoire va bien évidemment figurer dans le contrat qui lie les parties. Alors, l'article 315, s'agissant du compromis d'arbitrage, prévoit que, à peine de nullité, le compromis d'arbitrage doit déterminer d'une part l'objet du litige, il doit désigner le tribunal arbitral ou prévoir les modalités de sa désignation, et notamment, et s'agissant de la clause compromissoire, l'article 317 prévoit que, à peine de nullité, la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère, et la clause d'arbitrage doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. J'attire tout particulièrement votre attention sur ces éléments-là. Il est fondamental que lorsque vous recevez un contrat, vous constatez que la plupart du temps, la clause compromissoire, la clause d'arbitrage, de même que par exemple la clause de choix de loi, la clause de choix de loi applicable au contrat seront toujours reléguées au second plan. Ça va toujours être vraiment les dispositions finales du contrat. Il est fondamental que vous commenciez d'abord par regarder ces clauses. Pourquoi? Parce que d'une part, elles vous donnent la nature du droit applicable au contrat. Est-ce le droit marocain? Juste pour que vous puissiez savoir déjà si vous allez être en mesure de statuer sur la validité de votre contrat ou non. Et puis par la suite, il est fondamental que vous puissiez regarder qu'en est-il de la validité de votre clause compromissoire ou de votre compromis d'arbitrage, le cas échéant, qui va nécessairement impacter l'intégralité de votre procédure arbitrale. Voilà. J'espère que ces éléments de réflexion et puis ces quelques petits réflexes vous seront utiles. Je vous souhaite une très bonne santé et au plaisir de vous revoir.